Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Tu sais, je ne ferai ça un jeudi que pour toi. Et c'est parce que tu as mis cette chemise. Alors je te félicite pour ton style. En fait, je suis sûr que c'est ta femme qui l'a choisi. Oui, tu as tout compris. Une femme au goût impeccable. Ah oui. Larry, commençons par ce qu'on a appris des Iraniens. Ils ont dit que puisque Donald Trump a déclaré aujourd'hui qu'on arrivait à une sorte d'accord, J.D. Vance allait se rendre en Europe, quelque part en Europe, pour le signer, et qu'ils allaient faire l'annonce la semaine prochaine. Voilà, c'est la version de Donald Trump. D'après ce que j'ai appris des Iraniens, il semble qu'il y a environ 2 semaines, ils avaient déjà préparé le texte. À travers ces échanges de messages qu'ils s'envoient, ils l'ont transmis aux États-Unis par l'intermédiaire du gouvernement pakistanais, et les États-Unis, d'une certaine manière, avaient donné leur accord. Puis, les Iraniens ont dit non. Il faut ajouter encore quelques points, un peu plus de substance, parce qu'ils voulaient modifier le texte, y intégrer leur propre interprétation. Alors, ils ont ajouté quelques points au texte. Ensuite, l'Iran a dit « Nous, on n'est pas d'accord sur ces points. On s'en tient au texte original. » Puis l'attaque au Liban a commencé, une attaque israélienne contre le Liban. L'Iran a répliqué. Et ensuite, il y a eu l'attaque contre l'Iran la nuit dernière, menée par les Américains alors que la délégation qatari se trouvait en Iran. Cette délégation était justement venue dire que les États-Unis acceptaient le texte original, qu'ils renonçaient donc aux points qu'ils voulaient ajouter. Et c'est à ce moment-là que l'attaque a eu lieu, pendant que la délégation qatari était encore sur place. Ils n'ont quitté l'Iran que ce matin. Donc, ils étaient là pendant que les États-Unis attaquaient l'Iran et que l'Iran répondait. Ce matin, ils sont partis. Voilà où on en est. Voyons maintenant ce que nous savons des États-Unis et quelle pourrait être la situation ce soir. Eh bien, on va voir d'autres frappes américaines ce soir, et probablement encore pendant les prochains jours. Elles ne seront pas très intenses. Ce seront des frappes, je ne sais pas si on peut dire symboliques, mais ils essayent toujours d'identifier et de viser des cibles dans le détroit d'Ormuz. Je ne pense pas qu'ils vont aller plus loin, qu'ils vont frapper en profondeur jusqu'à Téhéran ou viser des cibles stratégiques. En fait, je crois qu'on m'a dit « Attendez, laissez-moi juste vérifier. » Oui, on m'a dit qu'ils envisagent une sorte de mini-campagne de 3 à 4 jours que Trump a autorisée. Ce sera une série de frappes chirurgicales limitées, concentrées presque exclusivement sur le détroit d'Ormuz. L'objectif, ce sont ce qu'ils appellent les sites de missiles de croisière de défense côtière, enfouis dans les grottes, ainsi que les missiles terrestres, les radars, les brouilleurs, les véhicules de lancement, et ainsi de suite. Mais d'après ce que j'ai entendu, les cibles à double usage, à la fois militaires et civiles, sont strictement interdites. Donc, pas de pont, pas d'infrastructure énergétique. Et pendant ce temps, j'ai fait une interview plus tôt cet après-midi avec Garland Nixon. Vous devriez regarder le début, parce que je portais une Minerve pour l'occasion. J'ai dit, franchement, j'ai un coup du lapin à force de suivre Trump. Un jour, il fait ceci, le lendemain, il fait cela. Il n'arrête pas d'aller d'un côté, puis de l'autre. Vous savez, à un moment, il dit, je cite, ce sont ses mots, pas les miens. Je vais bombarder l'Iran jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Et puis juste après, il dit, hey, on a un accord. On va le signer d'un jour à l'autre. Là, on en est à la 39e fois. Quand j'ai regardé l'interview de Tucker avec John Mearsheimer et le discours de Tucker juste avant, on en était à 37. Maintenant, on est à 39 fois où Trump dit « C'est imminent, on va signer demain, très bientôt. » On verra bien. Je pense qu'il y a encore pas mal d'obstacles.
Mais ce qui est clair, c'est que l'Iran a nettement renforcé ses systèmes de défense aérienne et qu'il a infligé des dégâts importants aux États-Unis sur la base aérienne de Muwafaq Salti en Jordanie. That significant damage on the U.S. at Muwafaq Salti Air Base in Jordan. One Russian and an Iranian source separately. Selon deux sources distinctes, l'une russe et l'autre iranienne, au moins 12 F-35 auraient été détruits ou endommagés, ce qui serait important. Le comportement imprévisible de Trump, j'en suis sûr, ne rassure pas les Iraniens, qui essayent de comprendre ce qu'il fait. Beaucoup d'Américains très informés sont eux-mêmes assez déconcertés. Ils essayent de deviner les intentions de Trump. Alors j'imagine à peine ce que doivent se dire les dirigeants étrangers. C'est un peu comme si on se demandait, est-ce que le vrai Donald Trump peut se lever, s'il vous plaît? On aurait presque envie de lui mettre la chanson d'Eminem, parce que Trump, là, c'est vraiment le Slim Shady. On ne sait pas qui il est, il change sans arrêt. We don't know who he is. He keeps going back and forth. Oui. En regardant les cibles d'hier soir, Larry, ils ont essayé de frapper l'usine pétrochimique d'Assalouillet. Apparemment, ils ont tenté 2 fois avec des missiles de croisière qui ont été interceptés. Aucun dégât n'a été signalé en Iran. Pas de dommages non plus à cette usine pétrochimique, qui est pourtant très importante. Et je dirais que dans les 2 ou 3 jours dont tu parlais, ils vont recommencer, encore et encore. Comme l'a rapporté Sir Joe, ils vont poursuivre ces attaques. D'accord. Mais quel est l'objectif de ces frappes? Si ce qui est rapporté depuis l'Iran est exact, alors quel en est le but? Je ne sais pas. Quelle est, toi, ta compréhension de tout ça? What is your understanding of that? Yeah, look, I think what it is Trump thinks. Écoutez, je pense que ce qui se passe, c'est que Trump croit que ces attaques peuvent faire pression sur l'Iran pour qu'il fasse des concessions. Parce que pour Donald Trump, en ce moment, sa façon de négocier, si on peut appeler ça une stratégie de négociation, c'est la peur et l'intimidation. Mais je ne vois pas l'Iran avoir peur, ni se laisser intimider. Je pense que sans Israël dans l'équation, sans Israël bombardant le Liban et continuant d'attaquer les Palestiniens, il pourrait parvenir à un accord. Mais l'Iran doit composer avec le fait qu'Israël détient peut-être ou pas un droit de veto au final. Je dis peut-être pas, parce que si Trump en vient à la conclusion que c'est la seule issue, qu'il doit faire ses concessions et forcer Israël à arrêter les attaques, alors je pense qu'il le fera. Mais vous savez, je dirais que c'est du 50-50, vraiment. I'd say that's 50-50, really, because Parce que les influenceurs que finance Israël, eux, ils s'en prennent à Trump sans relâche. Et les sionistes en Amérique, ils deviennent complètement fous. Des gens comme Mark Levin et Ben Shapiro, ils perdent la tête à cause de ça. Mais vous savez, je pense que... Enfin, l'autre élément intéressant dans tout ça, c'est que Pepe et moi, on nous dit que les Pakistanais auraient joué un rôle de premier plan. Mais ce qu'on a vu hier soir, et apparemment, ceux qui semblent maintenant être les principaux médiateurs, ce sont les Qataris. Comme vous l'avez noté, la délégation qatari était à Téhéran hier, et je crois qu'ils sont repartis tôt ce matin. La veille, c'était la délégation émiratie qui s'était rendue à Téhéran. Donc, je vois que l'Iran semble travailler tous les grands axes diplomatiques, avec les Émiratis, les Qataris, et je suis sûr qu'ils sont aussi en contact régulier avec les Saoudiens. Oui, et on en revient à la question. Quelles sont les 5 principales exigences de l'Iran? La première, c'est lever les sanctions et restituer les avoirs gelés. Deuxième point, accepter le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et lever le blocus. Et enfin, le plus difficile à mettre en œuvre, forcer Israël à se retirer du Liban, imposer un cessez-le-feu légitime qu'ils ne violeront pas et mettre fin à la violence contre les Palestiniens. C'est peut-être là que tout peut bloquer. Et encore, on ne parle même pas de la question nucléaire. En ce moment, la décision de poursuivre ou non est entre les mains de l'ayatollah Khamenei. C'est lui, en fin de compte, qui a le dernier mot.
Mustafa Khamenei. He's the ultimate one that gets to make the decision here. And, you know, I could, if I sit there talking. Et si je m'asseyais pour lui parler, je lui dirais, écoute, les États-Unis n'ont toujours pas montré qu'ils pouvaient s'engager sérieusement dans un accord quel qu'il soit. Donc, à mon avis, la position de départ de l'Iran dans les négociations aurait dû être la suivante. Si on veut poursuivre les discussions, si vous êtes vraiment sérieux, il faut lever immédiatement toutes les sanctions sur le pétrole. Levez-les. Là, on saura que vous êtes sincère. Si vous ne les levez pas, on saura que vous ne l'êtes pas. Et dans ce cas, eh bien, vous continuerez à essayer de nous détruire. Et nous, on continuera, on détruira Israël et votre présence militaire dans le Golfe. Je ne sais pas s'il ferait ça, honnêtement, parce qu'il réfléchit aussi, j'en suis sûr, au risque de nouvelles violences qui pourraient s'abattre sur le peuple iranien. Et ils ont très bien compris que les États-Unis n'avaient absolument aucun scrupule à tuer des civils. Donc vous voyez ce matin, heure de Washington, disons 9 ou 10 heures, enfin plutôt 9 heures pour moi, Trump a déclaré « On va les frapper plus fort aujourd'hui. On va les détruire. On pourrait même envoyer des troupes sur l'île de Karg. » Et puis 5 heures plus tard, il dit « Bon, finalement, on ne va pas bombarder. » Et en fait, il ajoute qu'ils sont presque prêts à signer un accord. Mais je vous le dis tout de suite, il y aura des attaques ce soir. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà des rapports d'attaque, avec quelques défenses aériennes qui se sont activées. Donc, non, ce n'est pas fini, loin de là. Non, c'est pas fini. Ce que Donald Trump a dit, tu sais, l'attaque d'hier soir, Larry, c'était intéressant, la réaction iranienne. Ils n'attaquent pas les Émirats arabes unis, ni l'Arabie saoudite, ni le Qatar. On dirait qu'il se passe quelque chose sur le plan des négociations, comme tu l'as mentionné. On a eu la délégation qatari, on a eu une délégation des Émirats qui allait en Iran. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. Enfin, au moins, on sait ce que signifiait la visite de la délégation qatari. Quelle était sa mission? Parce qu'une source à Téhéran a dit qu'ils discutaient des différends qu'ils avaient, les différends entre l'Iran et les États-Unis à propos de ce texte. Mais quand on regarde la situation dans le Golfe Persique, Donald Trump a dit aujourd'hui que le détroit est ouvert. Il a dit beaucoup de choses étranges. Le détroit est ouvert. Nous avons sorti 100 millions de barils de pétrole. Nous l'avons volé à l'Iran. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on l'a volé à l'Iran. Et eux, ils ne savent même pas qu'on leur a fait ça. Tu te rends compte à quel point c'était absurde parce que, tu vois, 100 millions de barils de pétrole, ça représente à peine 5 jours de flux normal sortant du Golfe Persique. Si on revient, disons, au 25 ou 26 février, juste avant le début de la guerre, chaque jour, 20 millions de barils en sortaient. Donc 100 millions, c'est seulement 5 jours de production, premièrement. Deuxièmement, une telle quantité de pétrole nécessiterait probablement entre 70 et disons 110 pétroliers, selon leur taille. Et si on le compare à la consommation américaine, c'est à peu près la quantité de pétrole que les États-Unis utilisent en une seule journée. Donc, tu vois, 20 millions par jour, ça fait 5 jours de consommation. Autrement dit, c'est une quantité vraiment négligeable. Ça ne ruine pas l'Iran sur le plan financier, en supposant que tous ces barils de pétrole étaient iraniens. Il n'y a aucune preuve que les États-Unis aient capturé entre 60 et 110 navires. Donc, franchement, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais réfléchissez à la logique de tout ça. Il vous dit que c'est un programme secret, d'accord? Qu'il est confidentiel. Et il vous dit qu'il est réussi. Alors pourquoi irait-il en parler publiquement, en révélant, en gros, ce programme secret qui fonctionne, pour qu'il ne fonctionne plus ensuite? Quelle logique y a-t-il là-dedans? Je ne comprends pas. Franchement, cette histoire a plus de rebondissements qu'un feuilleton télé.
En espagnol, on appelle ça des telenovelas. Est-ce qu'ils ont ce genre de drame à la télévision iranienne? Do they have that kind of drama on Iranian television? Oui, ils en ont. Ils appellent ça, en gros, ça veut dire feuilleton. C'est la même chose que ce que vous utilisez. C'est quoi en farsi? Nous, on appelle ça novela. Au Brésil aussi, on dit novela. Oui, au Brésil, on appelle ça une novela. Et en Iran, comment ils appellent ça? Ils appellent ça serial eşki ou quelque chose comme ça. Yeah. So, that's what we're Oui, watching right exactement. now. Tu vois, c'est ça qu'on observe en ce moment. On dirait une telenovela sous stéroïdes avec des explosions et tout le reste. Donc, les États-Unis vont continuer à lancer, disons, des attaques symboliques, ce qui veut dire que l'Iran répondra par des attaques du même genre. Which means Iran will respond with pinprick attacks. Oui, Larry, l'idée d'envahir l'Iran par les îles Kark, ça fait des semaines qu'ils en parlent, non? Et aujourd'hui encore, même le sénateur républicain John Kennedy a posé la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit qu'il était très inquiet parce que petit à petit, si on met des troupes au sol, ça va devenir un nouveau Vietnam. Ce ne sera pas facile. Ce serait un engagement énorme de la part de l'administration Trump s'ils vont jusque-là. Et ce ne sera pas facile parce qu'une fois que c'est lancé, on ne peut plus reculer. Il faut agir. Et agir, ça veut dire des pertes, des gens qui meurent. Et il n'y a aucun moyen de... D'ailleurs, l'île de Kark, ce serait un piège, tout simplement. Un vrai piège. En clair, ça reviendrait à envoyer ses propres soldats à la mort. Yeah, apparently the Iranian forces have already placed Oui, mines. apparemment, les forces iraniennes ont déjà placé des mines antipersonnelles aussi, dans les zones à découvert. Et quiconque a vu une carte ou une photo du lieu, j'en ai vu une très bonne tout à l'heure, sait que c'est minuscule. Ce n'est vraiment pas grand. Alors, combien de troupes allez-vous débarquer pour, soi-disant, en prendre le contrôle? Et une fois sur place, elles vont devenir des cibles. Elles n'auront aucun bon abri, aucun endroit où se cacher et se protéger contre les attaques de drones, les missiles balistiques à courte portée, voire à moyenne portée. Et on ne parle même pas encore de la façon de les amener sur l'île sans qu'ils se fassent tuer. Et une fois qu'ils y sont, comment les ravitailler? Parce qu'en ce moment, il fait très chaud et ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau juste pour rester hydratés. Voilà. Donc si on additionne tout ça, comme je l'ai déjà dit, une invasion terrestre, ça n'arrivera jamais. As I've said before, ground invasion, never going to do it. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils décident, jusqu'à présent, est-ce que tu as vu le moindre changement sur le marché du pétrole? Non, Oui, It's still being surprised. It's come ça reste élevé. Enfin, c'est un peu redescendu. Attendez, je l'avais noté quelque part. Voyons, où est-ce que c'est? Oui, voilà. Le Brent est à 92,74 $. Et le West Texas est maintenant en dessous de 90 $. Donc vous voyez, les spéculateurs s'en donnent à cœur joie avec tout ça. Ils arrivent à gagner de l'argent simplement en pariant sur le fait que Trump soit imprévisible. just betting on Trump being erratic. oui. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Allez-y. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Baghi, Is it Bagahi? Baggy, ouais. Yeah, Bagahi. So he said. oui, Baghi. Il a donc déclaré que les informations faisant état d'un accord finalisé avec les États-Unis relevaient de la spéculation et que rien n'avait encore été conclu. Il affirme que l'Iran n'est pas encore parvenu à une décision finale concernant un accord. D'accord. Il dit qu'une grande partie du texte préliminaire avait déjà été rédigée, mais que les Américains n'ont cessé de changer de position. Il a de nouveau insisté sur le fait que l'Iran ne transige pas sur ce qu'il considère comme ses lignes rouges. Et on en a parlé dès le début. Pas de sanctions, la levée des sanctions, le dégel des avoirs, la reconnaissance du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, la levée du blocus,
Et enfin, l'arrêt des combats au Liban et à Gaza. Le CENTCOM a annoncé aujourd'hui, sur X, qu'ils aidaient d'une manière ou d'une autre certains pétroliers à traverser le détroit d'Ormuz, près de la frontière et des côtes omanaises. Les médias iraniens ont démenti, affirmant qu'il ne se passait rien de tel. L'administration Trump, elle, essaie de faire ce genre d'annonce pour manipuler le marché. C'est tout l'enjeu avec l'administration Trump. Mais pendant qu'on parle, on entend dire que quelques pétroliers auraient été attaqués par des drones iraniens, qu'ils auraient été touchés dans le détroit d'Ormuz. Il semble qu'il se passe quelque chose là-bas. Je ne sais pas si ça va dégénérer. Pour l'instant, il n'y a pas de combat. Il n'y a toujours pas d'attaque. Je ne sais pas si tu vois quelque chose être rapporté quelque part, mais de mon côté, je ne vois rien. Concernant Bagui, comme tu l'as mentionné, la source avec qui j'ai parlé dit à peu près la même chose. Il m'a expliqué que la décision finale vient du guide suprême iranien. Même le texte a été préparé par l'Iran, puis ensuite les États-Unis ont voulu y apporter quelques modifications. Mais pour l'instant, la décision appartient au dirigeant iranien. C'est lui qui tranche, qui valide et qui donne le feu vert à la délégation, aux négociateurs iraniens. Et ça n'a pas encore eu lieu, parce qu'à mon avis, ils observent encore le comportement des États-Unis dans la région. Ils attendent de voir si les États-Unis vont attaquer. Quelle serait la signification de ces attaques? Et quelles en seraient les cibles? Parce que c'est très important, Larry. Par exemple, 2 réservoirs d'eau ont été attaqués sur cette île syrienne. Et c'était énorme pour l'île. Tu sais, beaucoup de gens, aujourd'hui et hier, n'avaient pas d'eau. L'approvisionnement a été perturbé d'une manière ou d'une autre. Voilà le problème. S'ils décident de continuer avec cette idée d'attaquer les infrastructures, tu te souviens du rapport de ce type qui t'a envoyé un message? Il disait qu'ils n'allaient pas faire ça, qu'ils n'allaient pas attaquer les infrastructures, les ponts, les centrales électriques. Mais ils l'ont déjà fait auparavant. C'est la situation aujourd'hui. Quand ces ordres, qu'on appelle des ordres de mission aérienne, sont publiés, ils indiquent aux avions quelles sont leurs cibles, ce qu'ils doivent frapper et quelles sont les règles d'engagement. Et en ce moment, ces règles d'engagement disent clairement « Ne touchez pas aux infrastructures à double usage, celles qui peuvent servir à des fins militaires mais qui sont aussi civiles. Ne les frappez pas. » Autrement dit, on reste à distance des centrales électriques, on évite les ponts. La difficulté de Trump, sa vraie difficulté, vient d'Israël. Ce n'est pas lié à la position des États-Unis. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'il a dit que dès qu'il signerait l'accord, il l'a bien dit, il lèverait le blocus iranien. C'est justement le but du blocus. Mais quand il s'agit d'Israël, là c'est trop compliqué, Larry. À mon avis, c'est presque impossible de faire quoi que ce soit avec Israël. Et ils ont 36 nouvelles zones en Cisjordanie pour y envoyer des colons. Hier encore, ils ont annoncé qu'ils avaient de nouvelles zones, 63 cette fois, pour y envoyer des colons, quoi qu'il se passe en Cisjordanie. Rien ne va sur ce front, en Cisjordanie, à Gaza et aussi au Liban. Mais le Liban riposte. Le problème est bien là. Et puis Larry, corrige-moi si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris, lors de l'attaque iranienne contre Israël, ils ont dit qu'il ne s'était rien passé, qu'ils avaient intercepté tous les missiles et tous les drones. Plus tard, on a appris par exemple qu'une des vidéos ou des photos publiées aujourd'hui montrait justement ce que vous voyez là. Ils ont frappé la base aérienne de Ramat David, en Israël. On voit clairement que le bâtiment était détruit. Et c'est Ned Steps. Oui,
À droite, exactement, tu vois. À gauche, c'est avant l'attaque. Et à droite, après l'attaque. Tout a été détruit. Donc on ne nous dit pas la vérité. Je parle des Israéliens. D'après ce qu'on a appris, l'attaque était une sorte de riposte sérieuse et importante de la part des Iraniens. Et il semble que c'est pour ça que Daesh a dû attaquer l'Iran. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Il est question d'un hélicoptère Apache ou d'un truc du genre. Mais, à ton avis, c'était lié à l'attaque iranienne contre Israël ou c'était autre chose? No. I think this was a deliberate effort. Non, 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 non. Je pense que c'était une manœuvre délibérée de Donald Trump pour faire exploser les négociations et en même temps calmer le lobby sioniste. Mais, vous savez, le ton de Trump, il y a environ 2 semaines, le 30 mai, c'était le lendemain de l'appel que Marco Rubio a reçu du ministre pakistanais des Affaires étrangères, qui lui disait « Hey, l'Iran va se retirer de toutes les discussions sur le nucléaire. Ils n'accepteront aucun cadre, aucune base de travail. » Donc à partir de ce moment-là, le ton de Donald Trump a changé. C'était le vendredi 30 mai. Et ça restait dans ce ton un peu conciliant, du genre « Hey, j'aimerais bien m'asseoir et, tu vois, discuter avec l'ayatollah. » Là, on se dit quoi? Heureusement que Trump ne boit pas, parce que sinon il dirait « Oui, j'aimerais bien m'asseoir et boire une bière avec Khamenei. » Ça, c'est interdit. Non, ça n'arrivera pas. Oui, mais alors, son virage extrême aujourd'hui, franchement, c'était choquant. Et plus je regardais, plus ça ressemblait à un plan délibéré. Tu sais, créer tout ce chaos, puis dire « Ah, regardez, c'est nous les sauveurs, on va arrêter tout ça. » Here, we're the savior. We'll stop this. Et ils utilisent des missiles de croisière, Larry, pour frapper l'Iran. Des attaques dans le sud du pays. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ces missiles de croisière? Quel est l'état du stock? Quelle est la situation de l'arsenal américain en ce moment concernant les missiles de croisière qu'ils utilisent? Hier soir, il y en avait 45, quelque chose comme ça. 45 ou 49? 49, oui, tu as raison, 49. Alors, ce qui m'a vraiment marqué hier soir, c'est l'interception de ces missiles. Parce que l'Iran n'avait encore jamais fait ça. Ça me dit qu'ils ont une nouvelle technologie. Est-ce que ça vient de la Russie, de la Chine, ou bien est-ce qu'ils l'ont développée après la dernière série d'attaques? Peut-être. Les Iraniens ont encaissé le coup, mais encore une fois, leur riposte est restée limitée. Ils n'ont pas lancé une attaque totale, alors qu'ils auraient pu justifier de bombarder Israël hier soir. Mais ils ne l'ont pas fait. Et puis, il y a, vous savez, les messages contradictoires qui viennent de Trump. Un moment, il dit qu'il va les bombarder jusqu'à les rayer de la carte. Et la minute d'après, il dit qu'il a hâte de s'asseoir pour discuter et signer un accord. Ou que J.D. Vance signera l'accord. Et je ne sais même pas si J.D. Vance est à Islamabad en ce moment pour parler avec les Pakistanais comme intermédiaire ou s'il est au Qatar pour en discuter. Bref, tout ça reste très incertain. Voici ce qu'a dit Keith Kellogg aujourd'hui, Larry, sur Fox News. D'une certaine façon, il semble suggérer l'usage d'armes nucléaires contre l'Iran. Finissons le travail. Avoir une guerre qui s'éternise, ce n'est pas la manière américaine de faire la guerre. C'est un type de conflit auquel on s'est habitué ces dernières décennies avec ce qu'on a fait en Afghanistan ou en Irak. On devrait revenir à la façon dont on agissait pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Finir le travail, mener une guerre totale, les anéantir et dire quand vous voudrez venir discuter, vous avez notre numéro. Mais d'ici là, c'est terminé pour nous. Parce qu'en ce moment, on joue selon leurs règles, pas les nôtres. Jouons selon les nôtres et forçons-les à venir à nous. Oui, il est fou. Enfin, prenons la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Combien de soldats américains ont été mobilisés? Des soldats,
des marins, des marines, des aviateurs. 16 millions, d'accord? Aujourd'hui, les États-Unis ont environ 470 000 soldats dans l'armée. Je crois qu'il y a 110 000 marines. Donc on est très loin des effectifs dont ils disposaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'époque, ils avaient beaucoup d'avantages. Les Allemands, par exemple, ne leur tiraient pas de missiles hypersoniques dessus. Et les États-Unis avaient même une défense aérienne plutôt efficace pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Zéro. Doming Toktur, Nom Coupé. Il a dit, on ne veut pas revivre quelque chose comme l'Irak ou l'Afghanistan. On veut mettre fin à la guerre le plus vite possible. Mais l'usage de l'arme nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la guerre s'ils s'en servent. Et lui, il ne prend pas ça en compte. Si on va jusque-là, quelles seraient les conséquences de l'emploi de ces armes? Et quelle serait la réaction des Iraniens? Je pense qu'il passe complètement à côté du problème en disant que le plan nucléaire serait peut-être la solution ultime. Comme l'a dit Netanyahou, la solution finale. Le problème qu'ont Israël et les États-Unis, c'est que les sites où se trouvent les installations nucléaires, si on veut les détruire, sont construits dans des abris souterrains spécialement conçus pour résister à une explosion nucléaire. Donc, les frapper avec une arme nucléaire, ce qui apparemment a été suggéré à Donald Trump, il se demandait si on pourrait réussir en utilisant une bombe nucléaire sur ces cibles. Eh bien, la réponse de base a été non, on ne peut pas. Alors n'y pense même pas, arrête d'y penser. Larry, tu penses qu'il y a une sorte de désaccord au sein du Parti républicain? Parce que tu as entendu ce que le sénateur républicain John Kennedy a dit à propos, tu sais, de l'utilisation de forces terrestres pour prendre Hart Island. Quelle est la situation du Parti républicain? Est-ce qu'ils sont unis? Parce que sur Fox News, quand tu regardes ces intervenants, ils disent tous « Nous sommes tous unis derrière le président des États-Unis, quoi qu'il décide. » Mais est-ce vraiment le cas? Oui, je pense aussi. Encore une fois, ils essaient toujours de comprendre cette politique incohérente. D'après Robert Barnes, il y a eu au moins 5 accords, et Trump s'en est retiré à chaque fois. Et comme les Iraniens l'ont reconnu, ils envoient un document, puis les États-Unis le renvoient en le modifiant d'une manière inacceptable pour l'Iran. Mais en même temps, les États-Unis se retournent et commencent à attaquer l'Iran, ce qui viole le cessez-le-feu. Donc vous voyez, les Iraniens essayent de composer à la fois avec les Qataris, les Pakistanais et peut-être même les Saoudiens. Je ne pense pas que l'Iran veuille que la guerre s'étende à ces pays du Golfe, ni qu'il soit touché ou détruit. Pensez-vous que les États-Unis, ou plutôt l'administration Trump, perçoivent qu'un changement est en train de se produire dans la région et qu'ils veulent en faire partie? Dans le cas du gouvernement qatari, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Parce qu'à l'origine, les Émirats n'étaient pas impliqués. Les Émirats étaient très proches d'Israël. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais ils ont fini par participer à ce genre de discussion. Et ils sont même allés en Iran. C'est une grande question, vraiment une question importante à mes yeux. Mais on a l'impression que les États-Unis en coulisses font quelque chose pour faciliter tout ça. Les États-Unis, dans une certaine mesure. Mais les acteurs les plus importants en coulisses, ce sont la Chine, le Pakistan et maintenant le Qatar. Et je ne sais pas dans quelle mesure le Qatar travaille avec les Chinois et avec les Iraniens, ou pas. Si quelqu'un dit « Bon, c'est fini,
Les attaques vont s'arrêter. Elles ne reprendront pas. Non, c'est faux. Ils recommenceront dès demain. D'ailleurs, ils le font déjà ce soir. On verra simplement si c'est une petite frappe symbolique ou s'ils visent quelque chose de plus grand, de plus audacieux. Mais je peux vous garantir que s'ils font ça, il n'y aura pas d'accord. Parce qu'en ce moment, ils attendent. En tout cas, d'après ce que j'ai entendu d'Iran, ils attendent. Les États-Unis attendent la réponse iranienne. En fait, pas celle du gouvernement, mais celle du guide suprême iranien. Sa réponse à l'accord, au deal. C'est pour ça qu'ils attendent. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'attaquer l'Iran. Voyons ce qui va se passer. Oui, je trouve que c'est intéressant à observer. Donald Trump, après tout, s'il conclut un accord avec l'Iran, il veut montrer que c'est lui le chef, qu'il les a forcés, qu'il leur a imposé ses conditions. Oui, et c'est en partie ce qu'on voit ici. Il essaie de créer une situation où, pour obtenir un accord, les États-Unis vont devoir faire des concessions que les Israéliens ou les néoconservateurs jugeront choquantes. Ils seront complètement abasourdis que Trump puisse conclure un accord de ce genre. D'un autre côté, je ne pense pas que l'Iran acceptera un accord à moins que les conditions qu'on a évoquées plus tôt soient remplies. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. En fin de compte, c'est à Trump de donner son feu vert. Et pour l'instant, il ne l'a pas fait. Tu as entendu ce que Merz a dit aujourd'hui? Il a déclaré que l'Iran devait supprimer complètement son programme nucléaire et qu'il n'y avait aucun moyen d'accepter ça. Franchement, je ne sais pas. Qui se soucie encore de l'Europe? Oui. Qu'est-ce qu'ils obtiennent, eux? Qu'est-ce que l'Europe va faire? Ils ne sont même pas capables d'envoyer des navires dans le détroit d'Ormuz pour essayer de le rouvrir. D'un côté, ils supplient les Iraniens de laisser passer leurs pétroliers par le détroit d'Ormuz. De l'autre, ils essaient de soutenir Israël dans son agenda concernant le programme nucléaire iranien. Laissez partir mes chars. Laissez mon peuple être libre. Oui, oui. Voyons voir. Merci, Larry. On se reparle très bientôt. Oui, je suppose qu'on en parlera demain matin. Ouais, et reste un peu après, je te dirai ce qu'il en est. À 9 heures, heure de la côte Est. Oui, demain, avec le colonel Wilkerson. Il sera à l'antenne à ce moment-là. Parfait. Oui, il part en déplacement. Oui, il sera avec nous. Ensuite, il sera absent pendant 2 semaines. À bientôt, Larry. Très bien, mon ami. Oui, Prends soin de toi. oui. Tout va bien. T'as de la classe, Larry, avec ce chapeau, ce cigare, tout ça. On dirait un vrai patron. Oui. N'adopte pas de mauvaises habitudes comme ça avant d'être plus âgé. À bientôt, Larry. Très bien, mon ami. Salut. Au revoir. Merci.